Lorsqu'Icare s'envola des murailles du labyrinthe de Minos, il planait vers sa liberté. Aujourd'hui, se réclamant d'Icare, existe toute une population planétaire d'aviateurs qui ont baptisé leur passion le vol libre. Une fois long, depuis presque un demi-siècle, par dizaines et dizaines de milliers, ils convergent vers la bordure rocheuse d'une fabuleuse falaise proche de Grenoble, vers le petit village de Saint-Hilaire-du-Touvet, dans le massif de la Chartreuse. Ils viennent là vivre dans la joie une étrange qualité d'amitié, cet hommage rendu à Icare, le premier d'entre eux. Ils appellent ça d'ailleurs la coupe Icare. Les statistiques nous disent que la coupe Icare est la deuxième plus importante manifestation aéronautique régulière se tenant en France après le Salon du Bourget. Ce n'est pas rien. Et ça démontre, loin de l'aviation institutionnelle, qu'existe toujours une formidable passion romantique pour l'art de voler. Dans les prairies de Saint-Hilaire, au droit de la paroi verticale de la Chartreuse, on vole juste parce que c'est beau et que ça fait du bien à l'âme. René Coulon a construit sa vie de journaliste et d'éditeur de presse autour de cette passion. Souvent, les pilotes avions disent qu'on réinvente l'aviation. Ils ont tout à fait raison. On est revenu à la case départ. Les baby-boomers qui avaient 20-25 ans à l'époque, dans leur envie de voler, se sont trouvés dans des contraintes qui ne correspondaient pas à leur vie courante. On a été un peu la première génération à pas faire forcément ce que papa, maman voulaient. Et donc, apprendre à voler dans des aérodromes, ça nous paraissait déjà quelque chose d'un petit peu compliqué. Et donc, on a fait un choc de simplification, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Et on a fait des deltas à partir de technologies diverses qui se sont émancipées. Et puis, ces deltas se sont, naturellement, comme toute technologie, se sont complexifiés. Et on a réinventé un aéronef plus simple, le parapente. Et on a motorisé les deltas, ça s'est appelé l'ULM, et en 40 ans, on a réinventé une aviation qui se trouve à nouveau en butte à des problèmes bureaucratiques qu'une nouvelle génération va devoir prendre en main. C'est pas gagné. Le vol libre renoue avec les origines du vol, manière auto-Lilienthal. Une pente, un peu de vent de face, une aile en apparence élémentaire et surtout un humain habité du désir de planer, libéré du sol. C'est plutôt bien parti. Allez, on va chercher cette prise de vitesse, la cuivre ventrale bien marquée, le regard au lointain. Nous, on est avec lui, allez, on l'applaudit, on l'applaudit. C'est un jeu, mais un jeu divin. Un simple plané, réussi au long de la Pente-École sous un parapente, vous fabrique un humain rempli de bonheur. Ah, quel dommage. Ne t'assis pas trop vite. When you want, mate. Saint-Hilaire, c'est une usine à produire des moments de vrai bonheur pour tous, acteurs et spectateurs. C'est la Mecque de cette aviation libertaire. Tout pilote de vol libre, parapente, delta, paramoteur, se doit de venir au moins une fois à Saint-Hilaire-du-Touvet. Il ne le regrette pas en général, parce qu'il se retrouve dans une grande famille qui lui convient parfaitement, quelle que soit la nationalité. Il y a une dimension économique qui s'est greffée sur cette manifestation qui est très importante, parce que si tu es constructeur de parapente en Corée, si tu dois faire la tournée de tes distributeurs nationaux, ça va prendre beaucoup de temps. Et ici, on peut rencontrer le monde entier. Dans les tentes, des dizaines et dizaines d'exposants présentent et vendent leur matériel et leurs services, sans toujours savoir qu'ils doivent leur existence à une poignée d'authentiques pionniers. Par exemple, cet Australien, dont on dit que si Dieu avait voulu voler en deltaplane, il l'aurait pris comme instructeur.
Il s'appelle Bill Moyes. C'était quand ton premier vol? 1966. À l'époque, dans le monde, combien de gens volaient de cette façon? Personne. Tu étais donc le premier. À l'époque, je faisais du ski nautique et on a commencé par se faire remorquer derrière des bateaux. Je faisais des démonstrations un peu partout dans le monde entier et donc ça a commencé comme ça. Nos ailes faisaient à peine 120 pieds carrés. Elles exigeaient de voler vite, plus vite que nous pouvions courir, donc on était remorqués. Comment elle volait ses ailes? Elle volait mal, elle faceillait beaucoup et au début elle n'avait aucune stabilité. Elles avaient une vitesse de décrochage élevée, une finesse de seulement 3 et un taux de chute de 5 mètres secondes. Mais l'évolution est inévitable. Y a-t-il un rapport entre le surf et le vol libre? Oui, absolument. Les deux consistent à apprivoiser l'énergie qui nous entoure. Comme le surf, est-ce un moyen d'explorer la liberté? Oui, on peut le dire. C'est l'art de contrôler les forces qui nous entourent. L'énergie naturelle qui nous entoure est énorme et on ne s'en sert pas. Si tu veux attraper une vague, tu vas ramer comme un fou alors qu'il suffit de bien lancer ta planche et c'est parti. Et c'est pareil en l'air. En 66, tu savais tout cela? Non, je n'avais aucune théorie à l'époque. Juste un rêve récurrent, celui d'être un gamin équipé d'une paire d'ailes. La Coupe Picard est aussi un laboratoire où s'élabore le futur du vol libre. Bien entendu, car c'est dans le vent du temps présent, on y étudie le vol électrique. Et Willy Taquet, journaliste allemand et pilote, fait partie des grands promoteurs du vol aux électrons. Ça va venir parce que c'est silencieux et on peut réaliser avec ça des appareils volants qu'on ne pourrait pas avec le moteur thermique. Et aussi, c'est silencieux parce que pour réaliser l'électrique, il faut avoir les appareils qui sont très clean. Comme ça, on a moins de bruit, moins nécessité, moins de puissance. Et pour ça, tout le résultat sera moins de bruit. Les grands acteurs, on commence avec les derniers qui sont rentrés, mais ils sont de grandes compagnies. Cette année, c'était Siemens qui ont fait les recherches pour plusieurs ans, qu'ils ont annoncé cette année qu'ils ont commencé de propulsion électrique, et pas seulement pour les petits avions, aussi pour les avions jusqu'aux 80 places. Pourquoi les Chinois sont aussi avancés dans la propulsion électrique? Le bruit, ils n'ont pas, mais ils ont le problème de pollution. Ça, c'est une des raisons. Et la deuxième raison, c'est là-bas, il y a vraiment le gouvernement qui est derrière. Pour terminer, comme pilote, ça fait quoi de voler sur un avion électrique? Dans une cas, c'est vraiment génial parce que l'accélération, c'est très bien. Et le deuxième, le silence. Si on est en eau, on réduit, c'est presque dans une planeur et on le met à zéro. On le met au fond tout de suite et sans tout le bordel que des fois on a avec les moteurs de thermique. Et comme ça, je suis persuadé, si une fois on l'a fait, on est persuadé que ça va venir.
Bien avant Icare, le ciel était l'univers privé des oiseaux. Il y a tout à apprendre des oiseaux si on prétend approcher la maîtrise du vol. Leur fabuleuse perfection de la trajectoire ne naît pas de l'étude et de la réflexion théorique, mais de l'instinct. Beaucoup parmi les pratiquants du vol libre pensent que l'homme peut voler d'instinct et ils n'ont pas forcément raison. Mais ici, ils peuvent confronter leur point de vue et aussi regarder voler les oiseaux qui marchent en général moins bien qu'ils ne volent. Pour Daniel, qui dirige la coupe et qui fait partie de ses pères fondateurs, il est important de garder les pratiquants au cœur même de l'événement. La plupart des gens qui viennent, sur les 3 jours, ils n'ont pas le temps de tout voir. Il faut leur poser la question à la fin, t'as vu ça? Ah ben non, j'ai pas vu ça. Il faut venir plusieurs années pour tout voir. C'est le plus gros salon qui existe, salon annuel. Ça a commencé en 1974, donc, mais il n'y avait que du Delta à l'époque. Et c'était au début une compétition. Et petit à petit, c'est greffé plein de choses. Il y avait un fabricant, 3, et on les a aidés, quoi. On a la chose magique d'avoir le salon, les 2 décollages à 200 mètres. Il y a une volonté, il y a des passionnés et on est surtout, on dépasse les 1000 bénévoles maintenant. Et ça ne vient pas que du village, ça vient de la France entière. Il y a plus de 10 000 pilotes du monde entier qui sont là même s'il ne fait pas beau, quoi. Le concours de déguisement, ce sont les pilotes qui sont venus un jour déguisés. L'esprit, je pense que ça vient des pilotes aussi, qui sont heureux d'être là. Ça vient aussi peut-être de nous. Enfin, je ne sais pas. Ce qui a fait connaître la Coupe Icare dans le monde entier, c'est le spectacle des vols délirants effectués lors des séquences de carnaval volant. Des parapentistes et des libéristes, compétents, très courageux et souvent bourrés d'humour, utilisent le vertigineux décor naturel d'une des 2 pentes d'envol, celle baptisée la moquette à cause de son revêtement vert. Et alors ? C'est un miracle. On ne peut pas expliquer comment cette mayonnaise a prise. Il y a eu tout un tissu associatif qui s'est greffé sur cette manifestation et qui dure. C'est vrai qu'il n'y a pas de remise des prix pharaonique, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus trop d'honneur à en tirer. Ils ont gardé une humilité et une dimension qui est elle aussi unique. Faire décoller un dragon de 70 mètres de long sous un parapente à partir d'un décollage de 40 mètres, c'est une forme d'exploit et de compétition, ou des locomotives, parce que dans ce trou, on a balancé des choses incroyables. Et c'est une forme de compétition dérisoire qui est un peu le pendant de la compétition hebdomadaire que se livrent les parapentistes ou les deltistes dans ces disciplines. Et ainsi, à chaque édition, la moquette devient donc un haut lieu mondial de la présentation en vol. Pour certains qui viennent du bout du monde, voler là aux commandes d'un fabuleux déguisement est le rêve d'une vie. Et pour le public, emmené par le délicieux commentaire de Pierre Paul, instructeur et grand prêtre du parapente, ce spectacle-là appartient au domaine de l'incroyable. Mais il arrive que la météo se gâte, que les vols soient suspendus. Et dans l'équipe de la moquette, d'autres grands talents prennent les commandes, tel ce rocker improvisateur. Avoir une brésilienne danser, il pleut des cordes encore. J'attends, peut-être, j'attends de connaître mon sort sur la pente.
Enfin, les vols reprennent et sonne l'heure de gloire de l'incroyable brésilienne. Il y a plein de très bons pilotes à la Coupe Icare, mais on y rencontre aussi la crème de l'élite mondiale, comme le Luke Skywalker des parapentistes, Theo De Blic. J'ai commencé le parapente il y a assez longtemps, c'est-à-dire que j'ai fait mon premier vol en tandem à 2 ans et demi et après mon premier vol solo à 12 ans, avec mon père qui était lui instructeur de parapente. Les voiles ont totalement changé, c'est-à-dire qu'au début on utilisait des parachutes, donc ces parachutes avaient des capacités de vol très réduites, c'est-à-dire que ça volait pas très vite et pas très bien. Et d'année en année, en fait, on s'est vraiment développé vers les parapentes d'aujourd'hui. Ce sont vraiment des machines volantes totalement à part du parachutisme. On les pilote pas pareil, elles se volent pas pareil et elles tolèrent pas du tout les mêmes conditions de vol. Et le pilotage d'un parapente, en fait, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle les freins, donc qu'on pilote grâce à des poignées. Et après, la deuxième partie du pilotage, ça va être la sellette. Donc en fait, on cumule un petit peu les deux, le pilotage au frein et le pilotage à la sellette, pour avoir les meilleures performances lorsqu'on tourne. Sans même parler de voltige, déjà le parapente demande à maîtriser certaines techniques qui pourraient s'apparenter à la voltige, c'est-à-dire les virages engagés, tout ce qui va être maîtriser les axes de notre parapente, donc le tangage, le roulis et le lacet, pour pouvoir être à l'aise dans les conditions turbulentes. Une fois qu'on a maîtrisé ces choses-là, on peut s'intéresser à la voltige en elle-même, qui elle va commencer un petit peu avec le décrochage donc de la voile, c'est-à-dire qu'on va faire que la voile s'arrête de voler et ensuite on va la reconstruire pour qu'elle se remette à voler. Donc quand on fait des virages engagés, on monte assez au-dessus de la voile et on récupère énormément d'énergie avec le retour de notre corps sous le parapente. Et donc on utilise cette énergie pour partir sur d'autres figures, dans l'autre sens, ou faire des virages tout simplement. La vitesse qu'on peut atteindre en voltige peut être assez impressionnante et on peut même atteindre 7 G dans certaines figures de voltige. Donc en général dans les figures on passe au-dessus de notre aile, c'est là que ça devient dangereux. C'est-à-dire que si on perd de l'énergie, ça veut dire que déjà que notre voile va plus être aussi solide, donc elle risque de fermer et en fermant elle va s'arrêter, donc nous on va perdre toute la tension dans les suspentes et après on risque de croiser notre parapente, de toucher nos suspentes, tout plein de choses qui sont pas enviables. Comme beaucoup de domaines de l'aviation, en fait, le parapente et la voltige en général sont un peu un art de vie. On a tous une philosophie commune, c'est-à-dire voler, tout simplement. Merci. Il n'y a pas de souci. Des ailes. Comme le disait René Le Sage, on a inévitablement complexifié chaque nouvelle génération d'ailes et donc le parapente est devenu autonome en se muant en paramoteur. Tout aussi inévitablement sont apparues des compétitions et au sommet de la pyramide mondiale, on trouve une pilote de montgolfière passée au vol libre, Marie. Au niveau pilotage dans le paramoteur, en tout cas pour la compétition, c'est quand même beaucoup d'entraînement. Pour ma part, donc, je vole l'été en ballon et l'hiver, je fais en sorte de trouver un boulot d'hiver où je vais bosser que le matin pour pouvoir voler en paramoteur tous les après-midi, ce qui va me permettre de vraiment progresser, m'améliorer. Quand on a un point à travailler, que ce soit les précisions d'atterrissage ou les navigations ou autre chose, c'est vraiment intéressant au niveau du paramoteur parce qu'on peut le travailler et le refaire. Ce qui n'est pas le cas avec la montgolfière, puisqu'on ne se dirige pas, c'est plus compliqué de travailler un point précis. C'est pas forcément engagé physique, ça dépend de la pratique de chacun. Pour ma part, j'ai choisi le côté compétition parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît.
Mais il peut y avoir un pilote, n'importe qui, X, Y, qui décolle, qui vole et qui se fait un vol balade tout tranquille avec très peu de sensations physiques. On peut également, comme un parapente, monter, prendre des ascendances thermiques, éteindre le moteur et voler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, en fonction du talent du pilote. Hein. Il y en a qui vont rester plus ou moins longtemps en l'air. Et c'est ce qui est très sympa aussi. L'électrique arrive, j'ai eu la chance d'essayer, même de pratiquer l'électrique en compétition un peu. Donc c'était la première compétition avec de l'électrique. Je suis fière d'y avoir participé. La montgolfière aujourd'hui, ça continue de me faire rêver. Je découvre de nouvelles régions vues d'en haut à chaque saison et ça, c'est vraiment magique. Si vous cherchez une pilote pour promouvoir votre image, je veux bien vous représenter avec une montgolfière ou un paramoteur. Vous êtes bienvenus. À un moment, vers la fin de l'après-midi, la moquette devient salle de spectacle. Le vol libre laisse amicalement la place aux ULM de toutes catégories, comme des autogires ou des hélicos. Stéphane Pécaz, il vit à Annecy, il a 43 ans, il est instructeur. Il vaut mieux que tu pilotes. Voilà. Le compresse a une autonomie de 4 minutes. Puis arrivent quelques avions amis, en patrouille ou en solo. Mais c'est pas le moment d'éternuer. Même le champion du monde de voltige est là, et on a très rarement l'occasion de le regarder voler en dessous du public. C'est une des multiples magies de la Coupe Icare. La nuit est propice à la magie, et Saint-Hilaire sous les étoiles devient une bulle hors du temps, une petite planète peuplée d'étranges créatures et créations. D'autres créateurs amènent leurs œuvres au Festival du film que Catherine présente. Depuis quelques années, si tu veux, on assiste à une progression de la qualité des films qu'on reçoit ici, qui est vraiment impressionnante, à la fois au niveau de l'exploit sportif, au niveau de la beauté des images. L'esthétique devient de plus en plus soignée, c'est vraiment impeccable. Le son, tout est vraiment très très perfectionné. Et puis en plus, il y a des histoires humaines, des histoires d'hommes derrière. On voit vraiment le niveau augmenter. C'est vrai qu'il y a quand même une recherche importante de la part des sportifs pour se mettre en scène, pour se filmer, pour diffuser, pour partager aussi, parce que c'est ça l'histoire, c'est partager quoi, avant tout. C'est un festival de rêveurs. C'est un festival où on m'a dit souvent, on n'a jamais vu autant de rêveurs au mètre carré qu'ici.